Bonsoir, bonjour, nous sommes le vendredi 12 septembre, il est 12h30 et comme c'est souvent le cas, le spectacle de la rue m'inspire. Là par exemple je sors du supermarché et je vois un chien avec sa maîtresse et je commence à le caresser. L'autre jour je vois des pigeons qui viennent picorer dans mon rez-de-chaussée. Ce rapport des animaux avec nous-mêmes ou nous-mêmes avec les animaux, j'ai aussi filmé récemment des canards tout à fait apprivoisés au parc floral. Je pense que ça nous apprend quelque chose au niveau des caractères acquis. Parce que il y a ces gens qui vous disent oui, les caractères acquis, ça n'existe pas, etc. Mais quid des relations que nous établissons avec d'autres espèces ou avec d'autres objets? Est-ce que les animaux, depuis l'origine des temps, sont apprivoisés? Est-ce que nos relations avec notre environnement est déterminée depuis l'origine? Ou est-ce que ça appartient à une sorte d'accident, de parcours? Je pense que nous, en tant qu'astrologues, nous devons réfléchir très sérieusement sur les relations qui se sont établies à travers les siècles entre les hommes et certains animaux, pas n'importe lesquels d'ailleurs. On dit que le chien est un compagnon de l'homme bien avant le chat, par exemple. Des dizaines de milliers d'années avant, depuis. Donc, il s'agit bien de l'établissement de relations entre deux espèces qui ont perduré et qui fonctionnent sur une certaine forme de mémoire. C'est-à-dire qu'il y a eu une alliance qui a été fondatrice et qui aujourd'hui se perpétue, mais qui n'a plus besoin d'un discours culturel qui est de l'ordre du souvenir. Un souvenir qui est très prégnant, mais qui n'est qu'un souvenir d'une alliance qui avait probablement beaucoup plus de sens hier qu'aujourd'hui. Pour la chasse, je ne sais pas quoi. Enfin, je veux dire, actuellement, les relations que nous établissons avec les chiens sont résiduelles, mais elles n'en sont pas moins extrêmement anciennes. Et je crois que ça, c'est un point de rupture du discours des caractères acquis, du refus des caractères acquis, du refus de la transmission des caractères acquis. Et j'en suis convaincu. Et donc, je crois que instinctivement, une des raisons pour lesquelles je m'intéresse aux chiens, notamment, c'est parce qu'ils sont porteurs d'une remise en cause du refus anti-lamarckien des caractères acquis. Les relations que les humains ont établies avec les astres, parce que maintenant on peut effectivement parler de cette notion d'établissement de relations, et pas seulement de relations qui sont là, qui sont posées parce qu'il y aurait une sorte d'origine unique à tout cela. C'est un peu ça l'idée de beaucoup d'astrologues, c'est que nous serions partie prenante d'un même processus cosmique, humain. Non, non, c'est quelque chose qui s'est construit, qui s'est perpétué, qui a perduré, qui s'est pérennisé. Et donc, je dirais que c'est un peu comme la marque de disque La Voix de son maître, His Master's Voice. Le chien est emblématique quelque part de l'astrologie. Il rentre dans la même logique pavlovienne, logique d'une accoutumance, d'un conditionnement, ce qui ne veut absolument pas dire, contrairement à ce que certains astrologues laissent entendre, que nous serions habitués à tout ce qui existe dans le cosmos. Absolument pas.
qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, absolument pas. Je dis simplement que certains liens spécifiques, certains signaux spécifiques, et comme je l'ai dit dans une vidéo, je ne sais pas si elle sera mise en ligne, mais enfin de toute façon je le redis, certains liens spécifiques se sont constitués, se sont créés à partir d'une pluralité de liens possibles, certains liens et pas d'autres, certaines configurations et pas d'autres, ont été privilégiés. Voilà. Eh bien, nous, par rapport à l'ensemble des animaux, des insectes existants autour de nous, il y a quelques cas minoritaires, où des liens se sont établis. Parfois récemment, parfois plus anciennement, et quand c'est très ancien, ce sont des éléments culturels qui se sont intégrés dans une sorte d'inconscient collectif, mais inconscient collectif qui vaut aussi bien pour les hommes que pour les animaux. Parce qu'apparemment, un chien sait très bien, instinctivement, que l'homme n'est pas son ami, que l'homme est son ami, qu'il y a une relation à établir, à développer, à cultiver entre lui et l'homme. Bon. Dans le cas des pigeons, je ne sais pas exactement si ça se passe partout pareil. Je pense aussi que dans des cultures qui sont très hostiles aux chiens, cette parenté entre le chien et l'homme a été mise à mal. C'est possible aussi. Mais néanmoins, il y a un potentiel initial, un instinct relationnel qui est là. Et paradoxalement, il semble que Darwin n'ait pas suffisamment réfléchi sur les liens qui pouvaient s'instaurer entre différentes espèces. On pourrait appeler des formes de symbiose, en fait. Peut-être que je me trompe sur ce point. En tout cas, faudrait-il qu'il me semble que l'argument d'une forme de symbiose, mais peut-être pas exagérer cette expression, entre l'humain, les hommes et d'autres espèces, il est très fort. Ça se pose d'ailleurs aussi entre les hommes et les femmes. Alors on revient à un thème récurrent chez moi, de la symbiose entre deux humanités qui se seraient développées séparément et parallèlement, et qui à un moment donné se seraient croisées et se seraient unies, avec des problématiques assez complexes à analyser, bon, sur lesquelles je ne reviendrai pas ici. Alors, j'en reviens à un autre thème que je voudrais traiter, parce qu'en fin de compte, j'ai 3 thèmes à traiter maintenant, et pourquoi ne pas les traiter dans la même foulée, sur la même vidéo, après tout, pourquoi pas, pour changer. J'ai écouté ce matin à France Culture un débat sur les pays qui auraient tendance à se séparer ou à demander leur indépendance, l'Écosse, la Catalogne, dans certaines régions italiennes, etc. Je pense que si on doit le situer dans la période actuelle, qui est une période conjonctionnelle, je pense que le mot oppression est important. Vous savez que récemment, j'ai mis l'accent sur l'idée d'une solidarité conjonctionnelle envers ceux qui sont humiliés, qui sont appauvris, qui ne sont pas respectés. Eh bien, d'une certaine façon, c'est un peu ce qui se passe avec ce fameux référendum sur l'Écosse qui aura lieu dans quelques jours, je crois jeudi prochain. Et on dit que les Écossais, le nationalisme écossais et l'indépendance de l'Écosse est en jeu et qu'elle pourrait éventuellement, le oui à l'indépendance ou le non, enfin peu importe, à la relation pourrait s'instaurer. Alors là, effectivement, on pourrait dire qu'on est un peu dans la situation inverse de celle que j'ai décrite juste avant. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on a envie de défaire des liens, aussi anciens soient-ils,
entre les Anglais et les Écossais, qui sont effectivement des relations qui ont existé, mais qui à certains moments prennent des formes problématiques. Même les chiens peuvent être maltraités. On peut avoir une solidarité envers les chiens qui sont persécutés, qui sont opprimés, puisque la phase conjonctionnelle est une phase compassionnelle. Et donc, effectivement, tous ceux qui ont pu être persécutés, on pense aussi à ce qui se passe à Gaza, tous ceux qui sont, on pense aussi aux chrétiens persécutés par l'État islamique. Toutes les formes de persécution, d'oppression sont actuellement porteuses. La dénonciation de l'oppression est un thème central de la phase conjonctionnelle. Dénonciation qui peut aussi être une intervention, qui peut être aussi une forme de solidarité, une forme d'aide, mais en tout état de cause, on s'adresse à des gens, à des êtres, à des sociétés, à des entités qui font l'objet de répression, d'oppression. Donc, dire qu'on a été opprimé, par exemple, à la radio, il disait que les Écossais avaient été opprimés par Margaret Thatcher, que Margaret Thatcher avait utilisé l'Écosse comme une espèce de terrain d'expérimentation pour un certain nombre de ses mesures, etc. Bon, c'était pas très amusant comme situation. Donc les récriminations sur le traitement qu'on a pu subir, ou qu'on a fait subir, c'est un élément central de la phase compassionnelle, conjonctionnelle. Voilà. Donc je crois que maintenant c'est clair à ce niveau-là. Vous me direz, oui, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1989? Est-ce que c'était pas la même chose alors qu'on était en phase disjonctionnelle? Voilà, donc il y a des questions qui se posent aussi, parce qu'on est dans une approche dialectique, donc il faut arriver à montrer qu'il y a des phases X et des phases Y. C'est ça la différence entre l'astrologie que je mène et d'autres astrologies où on se perd dans un nombre incalculable de possibilités, de cycles, de signes, et donc là, pour l'instant, il n'y a aucune possibilité d'opposer quoi que ce soit. Donc on est dans l'infalsifiable, comme dirait Popper. Il y a des moments où il s'agit d'aider de toute façon, c'est dans la continuité. Hein, il y a, à un moment donné, je l'ai dit dans un exposé, on est au solstice d'hiver, donc on est au BAF, on est au 36e dessous, il faut remonter vers la normalité, et puis à un moment donné, il faut aller au-delà de cette normalité, et il faut monter encore plus dans l'échelle sociale. Bon. Donc effectivement, l'Europe, par exemple, a dû apparaître en 1989 comme ayant une potentialité d'attraction considérable à laquelle ont cédé les pays d'Europe de l'Est. Voilà. Dans ce cas-là, il s'agit de ce qu'on appelait, on va au secours de la victoire. Hein, c'est-à-dire qu'on va vers les centres les plus puissants, les plus attractifs, vers une sorte de... Il y a une attractivité au sens presque physique, une magnétique qui se joue. Et là, c'est un autre sujet. Hein. Donc, voilà comment les choses se passent. Enfin, dans la phase conjonctionnelle, compassionnelle, on essaie simplement d'établir une sorte d'équité, de justice, envers ceux qui ont été un peu opprimés, exploités. Et dans la phase disjonctionnelle, on va plutôt vers ceux qui sont les plus puissants, ceux qui ont la plus grande réussite. Alors je voudrais passer à un troisième thème de cette vidéo un petit peu pluridisciplinaire, mais apparemment pour l'instant tout ça s'articule assez bien. Il faut toujours trouver des articulations, d'ailleurs c'est ça qui est amusant. Et j'en ai parlé
à propos de l'astrologie, je disais tout à l'heure que la créativité, c'est de faire des choix. Le matériau astronomique est un matériau qui n'a pas à être préservé comme tel. C'est un matériau qui doit être structuré, qui doit être façonné. Hein. Donc, ce que certains astrologues n'ont pas compris, c'est ce temps du façonnage, ce temps de la sculpture, ce temps de la structuration. Structurer, ça veut dire effectivement faire des choix, apporter des formes qui ne sont pas présentes en soi. On connaît la plaisanterie sur le fait que le sculpteur ne ferait que dégager une forme qui serait déjà présente dans le bloc de marbre. Enfin, ça, c'est une galéjade, d'une certaine manière. Et certaines personnes ont besoin de croire cette galéjade. Donc, de même qu'ils ont besoin de penser que ce qu'ils sont devenus, je parle au niveau des gens qui ont un rapport avec l'astrologie, ce qu'ils sont devenus étaient déjà inscrits dès l'origine, par exemple dans le thème natal. Hein. Il y a des gens qui ont une sorte de frilosité qui les empêche d'accepter que le devenir soit quelque chose de créatif et qui ont besoin que ce devenir soit déjà prédéterminé, préprogrammé, etc., etc. Alors, pour terminer cette causerie un petit peu éclectique, je rappellerai donc l'exemple de la corrida avec le taureau face à l'aigle, qui vous savez que dans le zodiaque originel du tétramorphe, on a le taureau, l'aigle, le lion et l'homme. Hein. On trouve ça chez Ézéchiel, on trouve ça dans le sphinx, dans les 4 composantes du sphinx, de certains sphinx en tout cas, et dans bien d'autres formes comme l'arcane, le monde du tarot. Donc, mais moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la dialectique de l'aigle et du taureau. Le taureau, c'est la matière, hein, et l'aigle, c'est l'envol. Hein. Et le créateur, c'est l'aigle, c'est le torero, le toréador, comme on dirait chez Carmen. Le toréador prend garde à toi. Et justement, l'acte créatif, ce qui se joue dans l'acte créatif, c'est la victoire de l'esprit sur la matière, de l'aigle sur le taureau terre, et donc il y a un combat qui se joue à ce moment-là, et qui fait que soit on va se soumettre au verdict de la matière et on laissera la matière s'imposer à nous dans sa complexité et dans sa structure originelle, soit on sera capable de l'instrumentaliser, de la transformer, de la transmuter, et d'en faire quelque chose de totalement nouveau. Et beaucoup d'astrologues ont du mal à accepter que l'astrologie soit une création, soit une sorte de structuration du cosmos, qui pourrait ne pas avoir à prendre en compte toutes les planètes du système solaire. Des gens comme Jean-Pierre Nicolas sont incapables d'accepter l'idée qu'on puisse avoir une astrologie saturnocentrique qui n'a pas besoin de Jupiter ou de Mars pour exister. Ça leur est complètement étranger comme pensée. Ils ne peuvent pas penser cela, parce qu'ils ne sont pas créateurs. Ils ne savent pas ce que c'est que l'acte créateur, et ils ne savent pas en quoi cet acte créateur est justement produit de la nouveauté. Alors on revient à notre débat tout à l'heure sur le chien, etc. Car finalement, la relation entre l'homme et le chien, elle n'a rien de naturel, c'est une création, c'est une organisation de quelque chose qui dépasse l'aspect originel des choses. Quand je caresse un chien que je ne connais pas dans la rue, je fais appel à quelque chose qui a été créé, qui a été instauré, qui est très ancien, mais en même temps qui est très nouveau. C'est-à-dire que c'est ça qui est le paradoxe. C'est très ancien, parce que ça fait quand même des millénaires, mais ça n'est pas du tout originel. L'humanité n'est pas née de ce rapport entre le chien et l'homme. C'est quelque chose qui s'est greffé en cours de route, tout ça.